Noter les questions. Hop. Je me mute et tu me dis si tu as besoin. Ça marche. Donc là, les gens peuvent pas se connecter encore? Ça y est, il y a du monde. Très bien. Bonjour le monde. Bonjour à tous. Je vais juste attendre encore quelques minutes parce qu'on est un peu en avance. Et d'ailleurs, vous m'avez grillé en pleine avance. Bon, je suis désolée, je trouve ça un peu bizarre d'attendre. Du coup, je vais commencer tranquillement et puis voilà, les autres nous rattraperont. Déjà, bah, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous rendre disponible pour ce live. Apparemment, vous êtes nombreux, donc visiblement, ces changements vous intéressent vraiment beaucoup. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Julie Mariuzzo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis conseillère en immigration agréée par le gouvernement néo-zélandais et je travaille pour New Zealand Services depuis 2014. Euh, et depuis juillet de l'année dernière, je suis basée à Toronto, mais je continue à fournir du conseil en immigration pour le compte d'NZS depuis chez moi. Voilà. Et, ah oui, pardon, ça ne marche pas du tout. Voilà. Euh, donc Tatiana Elvery, que peut-être certains d'entre vous connaissent aussi ou ont déjà eu contact avec. Tatiana est aussi conseillère en immigration agréée. Elle n'a pas pu être avec nous ce soir, mais voilà, enfin, en tout cas, si vous avez besoin de conseils, c'est possible que vous ayez affaire à elle ou à moi, voilà, indifféremment. Et Tatiana est basée à Wanaka, en Nouvelle-Zélande, et elle a rejoint NZS en 2021. Voilà. Et avec nous ce soir, on a Marie Maravel, qui est notre responsable marketing et communication et qui me donnera un petit peu toutes les questions que vous aurez posées voilà, dans la liste, enfin dans la Q&A à la fin de ce Zoom. Euh, pour vous présenter rapidement New Zealand Services, c'est une entreprise qui est basée en Nouvelle-Zélande depuis plus de 10 ans et qui a pour vocation d'aider les francophones, d'ailleurs, mais pas que, enfin, tout le monde, d'aider tout le monde qui a un projet en Nouvelle-Zélande, quel qu'il soit. On fait de l'immigration, bien sûr, mais pas que. On est capable de vous aider dans vos projets d'investissement, d'éducation, donc séjour linguistique, études supérieures, voilà, création d'entreprise, enfin, un peu tout. Donc, tout projet, le but, c'est qu'on puisse voilà, vous aider. Euh, Les avantages de passer par un conseiller en immigration, bon, bah, vous allez le voir, ça va être de plus en plus difficile de naviguer les nouvelles politiques d'immigration mises en place par les gouvernements successifs. Donc, du coup, le fait de passer par un immigration advisor, ça vous permet voilà, d'avoir un peu de sérénité dans votre demande de visa, voilà, de savoir que bah, vous avez quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui connaît bah, les politiques, les écueils à éviter et voilà, qui a une expertise qui vous permettra d'obtenir enfin, le meilleur résultat dans votre application de résidence. L'autre chose aussi, c'est que c'est une profession qui est régie par un code de déontologie. Et bah, concrètement, ça veut dire par exemple qu'on ne soumettra pas de demande si on pense qu'elle n'a aucune chance d'aboutir. Donc du coup, techniquement, si vous passez par un immigration advisor et qu'il soumet votre demande de visa, c'est qu'elle a des chances d'être approuvée. Voilà. Euh, je vais commencer du coup voilà, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet. Le sujet du live de ce soir, c'est les changements qui ont été annoncés par le gouvernement le 6 avril. Et je vous invite à poser vos questions donc dans la partie voilà, questions-réponses. Et comme je vous disais, Marie me les lira à la fin et je tâcherai d'y répondre bah, le mieux que je peux. Et la dernière chose, c'est que ce live sera disponible en fait et enregistré et donc sera disponible sur nos réseaux sociaux. Ben voilà, bientôt, demain, la semaine prochaine, quand Marie le mettra, voilà, mais prochainement en tout cas. Voilà.
Alors, je me suis dit que pour commencer, ce serait bien de juste commencer par les bases un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde est très au fait de, voilà, de ce qu'est un visa, Accredited Employer Work Visa. Donc, on va commencer par ça. Donc, le visa Accredited Employer Work Visa existe, enfin, a été mis en place en juillet 2022 par le gouvernement précédent et il a remplacé en fait voilà, plusieurs types de visas de travail qui existaient auparavant. C'est un visa qui se déroule en trois étapes. La première étape, c'est que l'employeur doit obtenir son accréditation. C'est ce qui donne le nom à ce visa. Euh, une fois que l'employeur a obtenu son accréditation, il doit demander ce qu'on appelle un job check. Euh, L'étape du job check, c'est une étape qui est vraiment cruciale et au cours de laquelle notamment l'employeur va devoir démontrer, dans la plupart des cas, qu'il n'y a pas de néo-zélandais disponible ou qualifié pour occuper le poste voilà, pour lequel il demande le job check. Et donc, il doit passer pour ça en général une annonce. On y reviendra parce qu'il y a des gros changements sur voilà, cette partie. Euh, du coup, c'est voilà, c'est vraiment une étape cruciale. Et la troisième étape, une fois que l'employeur a obtenu son job check, c'est au demandeur de visa, du coup, de faire sa demande de visa. En fait, comment dire, l'employeur va nominer un migrant qui va ensuite pouvoir, lui, faire sa demande de visa. Euh, le, pour obtenir un visa accredited employer, il faut obligatoirement être payé au salaire médian, sauf si la profession que vous occupez bénéficie d'une exemption. Il y en a par exemple dans le secteur de l'hospitalité ou bah, de l'assistance aux personnes, enfin du soin à la personne. Euh, voilà, typiquement. Et, euh, et voilà ce qu'il faut savoir. Donc ça, c'est vraiment la base. Euh, Autre notion importante, et ça, c'était important de vous le présenter avant de passer au changement, parce qu'en fait, on va beaucoup en parler. Donc, du coup, je préfère que vous sachiez déjà ce que c'est, voilà, ce que ça veut dire. Donc, voilà, la première notion, c'est l'ANZSCO, A-N-Z-S-C-O. C'est une base de données qui est partagée entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande et qui répertorie la plupart des professions qui existent. Et pour chaque profession, on va établir des responsabilités types et aussi un nombre d'années d'études, par exemple, ou d'expériences nécessaires pour effectuer correctement en fait, ce travail. Les professions sont classées de 1 à 5, 1 étant le niveau le plus qualifié et 5 le niveau le moins qualifié. Vous voyez sur la slide des exemples de professions voilà, dans chaque niveau. Voilà, sur le niveau 1, on va avoir en général des professions où il faut au minimum une licence pour les occuper. Et sur le niveau 4 ou 5, en général, on va être sur des professions où typiquement voilà, une formation courte sur le terrain va suffire. La deuxième notion qui est importante à connaître et à comprendre, c'est la green list. Alors, la green list, c'est une liste qui répertorie les professions qui sont en demande en Nouvelle-Zélande. Euh, et du coup, elle associe à ces professions un certain nombre de critères, en fait. Et du coup, pour pouvoir dire qu'on a une profession sur la green list, il faut bon, déjà effectivement avoir un emploi sur la green list. Il faut que l'immigration détermine que effectivement cet emploi correspond bien à la description de cette profession dans la HANSCO. Et il faut que le demandeur remplisse les critères de la liste pour cette profession. Donc voilà, il faut vraiment remplir ces trois critères pour pouvoir dire qu'on a un emploi sur la green list. Il ne suffit pas juste d'avoir un poste de, voilà, je ne sais pas, psychiatre par exemple. Voilà, il faut effectivement que la job description suive et que la personne remplisse les critères de la liste pour la profession de psychiatre. Voilà, bon, maintenant qu'on a établi les bases, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les changements qui ont été annoncés. Donc, vous allez voir que les changements annoncés, ils concernent principalement les personnes qui ont un emploi niveau 4 ou 5 sur la qualification ANSCO. Euh, donc, le premier changement, c'est la durée maximum du visa. Donc, l'immigration a introduit en juin 2023 la notion de maximum continuous stay, c'est-à-dire durée maximum de visa. Ça veut dire concrètement que vous ne pouvez pas rester plus que la durée maximum en étant titulaire d'un visa Accredited Employer Work Visa. Et si vous souhaitez
une fois que vous avez été titulaire de ce visa pendant la durée maximum, si vous voulez à nouveau faire une demande de visa accredited employer, vous devez d'abord sortir de Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'on appelle la période de stand-down, qui est en général typiquement de 12 mois, mais ça peut être plus, euh, avant de pouvoir refaire une nouvelle demande de visa accredited employer. Donc, le premier changement, la durée maximum avant, donc le maximum continuous stay avait été fixée à 5 ans. Et là, elle a été réduite à 3 ans pour les personnes qui occupent un emploi niveau 4 ou 5 sur l'ANSCO. C'est aussi important de comprendre donc, à partir de maintenant, en fait, si vous avez une profession ANSCO 4 ou 5 et que vous faites une demande de visa, vous aurez d'abord un visa initial de 2 ans et vous aurez la possibilité ensuite de demander une année supplémentaire après que l'employeur ait refait une demande de job check. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui fait que vous pourrez avoir une durée totale de 3 ans. L'autre chose, je suis désolée, je regarde un petit peu, j'ai pris des notes, vous allez voir, c'est assez dense. J'espère que vous êtes bien réveillés. Voilà, moi, vous voulez pas si je regarde les notes de temps en temps. La deuxième chose qui est importante dans cette notion de maximum continuous stay, c'est que avant juin 2023, les durées des visas de accredited employer, elles étaient typiquement de 3 ans. Depuis juin 2023, elles sont passées à 5 ans, et ça, c'était le cas pour toutes les professions, peu importe le niveau de qualification. Donc aujourd'hui, effectivement, elle a été réduite à 3 ans pour les niveaux 4 ou 5, mais auparavant, c'était possible, en fait, quand on avait eu un visa de 3 ans, de demander ce qu'on appelait la balance, c'est-à-dire 2 ans supplémentaires pour pouvoir obtenir 5 ans, comme tout le monde et bénéficier des mêmes avantages que ceux qui avaient eu un visa après juin 2023. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible de demander la balance de votre visa si vous ne l'avez pas fait auparavant. C'est-à-dire que si vous avez un emploi 4 ou 5, vous ne pourrez avoir que 3 ans de visa. C'est plus possible de demander les 2 ans supplémentaires. Ces changements, ils ne concernent pas les professions qui sont niveau ANSCO 4 ou 5 si votre profession est dans la green list ou si vous êtes rémunéré au moins une fois et demie le salaire médian. Voilà. C'était le premier changement. J'espère que c'était clair. C'est quand même assez indigeste. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. On va passer au deuxième changement. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors, le deuxième changement, il consiste en l'introduction de compétences minimum. Euh, donc, pour toutes les nouvelles demandes de visa, quel que soit le niveau ANSCO, il faudra maintenant remplir un seuil de compétences minimum. Donc, le seuil de compétences minimum, il est soit de 3 ans d'expérience qui soit pertinente avec le domaine de votre offre d'emploi, soit un diplôme de niveau 4 à 6 sur l'échelle des diplômes néo-zélandais et pertinent par rapport à votre offre d'emploi, soit un diplôme niveau licence, c'est-à-dire niveau 7 ou plus. Et si vous avez un diplôme de niveau licence, peu importe qu'il soit pertinent ou pas par rapport à votre offre d'emploi, ce n'est pas très grave. Donc, typiquement, si vous avez une licence en histoire de l'art et que vous voulez exercer le métier de charpentier, vous remplirez les compétences minimum du fait de votre licence, même si elle n'a rien à voir avec votre emploi de charpentier. En revanche, vous aurez certainement quand même besoin de prouver que vous êtes compétent pour le métier de charpentier, mais en tout cas, ce critère-là de compétences minimum sera rempli. Juste pour vous donner une petite idée des niveaux, on va dire que les niveaux de diplômes. De 1 à 4, on est sur des diplômes pré-bac, typiquement des CAP, des BEP, on est sur des niveaux 3 à 4. Le niveau 5, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, on va dire que c'est peut-être bac pro. Le niveau 6, ça va être BTS, DUT, donc 2 ans d'études. Le niveau 7, on est sur 3 ans d'études, type licence ou bachelor. Niveau 8, on est sur 4 ans d'études. 9, c'est niveau master ou MBA. Et 10, c'est 6 ans d'études et plus, donc on va être sur des doctorats, par exemple. Si vous devez démontrer que vous remplissez les compétences minimum par le biais de votre diplôme et que vous avez
pas de diplôme niveau licence, donc c'est-à-dire que vous avez par exemple un BTS, vous serez obligé de demander l'équivalence de votre diplôme auprès du NZQA. Le NZQA, c'est l'organisme qui gère les diplômes en Nouvelle-Zélande. Et vous serez donc obligé de faire une évaluation de votre diplôme. Faire une évaluation de son diplôme auprès du NZQA, ça coûte 450 $. Typiquement, il faut fournir la copie de son diplôme, son relevé de notes, et souvent, il faut fournir ce qu'on appelle un syllabus. Un syllabus, c'est un résumé des cours qui ont été suivis voilà, pendant le diplôme en question. Euh, une fois de plus, ça concerne que les diplômes qui sont en dessous de la licence, puisque les diplômes au-dessus de la licence sont considérés comme étant pertinents par rapport à toutes les offres d'emploi et n'ont pas besoin de faire l'objet d'une équivalence. Si vous devez démontrer votre niveau enfin, que vous possédez les compétences minimum par le biais de votre expérience professionnelle, il faudra absolument que ce soit des preuves tangibles d'expérience professionnelle et qui n'aient pas été écrites par vous. Donc, typiquement, un CV, par exemple, ça ne pourra pas fonctionner. Il faudra que ce soit des preuves impartiales, typiquement des certificats de travail ou des bulletins de salaire, des relevés d'imposition, pardon, enfin voilà, des lettres de recommandation, ce genre de choses. Euh, Vous êtes aussi considéré comme ayant les compétences minimum si vous avez un emploi qui est sur la green list et que vous remplissez les conditions de la liste pour cet emploi, ou si votre rémunération est supérieure à 2 fois le salaire médian. Voilà, donc ça, c'était pour la partie compétences minimum. Pardon, je suis désolée, je crois que j'ai oublié de changer de slide. Désolée. Euh, le troisième changement, c'est le niveau d'anglais minimum. Donc, l'immigration a introduit, toujours pour les professions de niveau 4 ou 5 sur l'ANSCO, un niveau d'anglais minimum. Il faudra que vous puissiez prouver que vous maîtrisez en fait voilà, l'anglais. Euh, pour prouver votre compétence en anglais, il y a globalement 3 possibilités. La première, c'est d'avoir la nationalité d'un pays majoritairement anglophone. Il y en a 6. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Si vous avez la nationalité d'un de ces pays et que vous pouvez prouver pardon, que vous avez étudié ou travaillé 5 ans dans ce pays, voilà, vous n'aurez pas besoin de prouver votre compétence en anglais. L'autre possibilité, c'est d'avoir étudié donc, un diplôme du supérieur voilà, dans un de ces 6 pays. Euh, donc un diplôme au moins niveau bachelor et avoir étudié au moins 2 ans si c'est un diplôme niveau bachelor. Et si c'est un diplôme plus haut que bachelor, avoir étudié au moins 1 an. La troisième possibilité, si vous remplissez aucun de ces critères, c'est de passer un test d'anglais. Euh, il y a plusieurs tests d'anglais qui sont acceptés par l'immigration, typiquement par exemple l'IELTS. Et donc il faudra obtenir le score minimum requis pour le test voilà, que vous aurez choisi. Sachant que le test, ce critère de devoir maîtriser l'anglais, il s'applique à toutes les professions ANSCO niveau 4 et 5. Il n'y a pas d'exception si vous êtes dans la green list ou quoi, ça s'applique vraiment à tout le monde. Évidemment, pas les professions ANSCO niveau 1 à 3, puisque vous avez bien vu qu'on ne va pas beaucoup en parler, parce que c'est principalement les niveaux les moins qualifiés qui sont impactés par ces changements. Le quatrième changement, c'est un changement qui concerne les employeurs. Alors, au moment du job check, comme je vous le disais au début du live, la plupart des employeurs en fait sont en général obligés de prouver en fait qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais qui sont disponibles. Bon, ce n'est pas le cas typiquement si vous avez un emploi dans la green list, mais on va dire que dans la majorité des cas, il faut prouver qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais disponibles. Et pour prouver qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais disponibles, en général, l'employeur doit passer une annonce. Donc ça, c'était déjà, voilà, historiquement, ça existe depuis très très longtemps. C'est pas un nouveau critère. Ce qui change en fait, c'est qu'avant l'annonce, elle devait être passée 14 jours.
Et elle reste à 14 jours pour les professions niveau 1 à 3 sur l'ANSCO. Et pour les professions niveau 4 à 5, l'employeur devra maintenant passer son annonce pendant au moins 21 jours. Ça, c'est le premier changement. En plus de ça, l'employeur devra aussi passer son annonce publier son annonce via Work and Income. Work and Income, c'est l'équivalent de Pôle emploi en France. Donc, l'employeur devra passer son annonce aussi 21 jours auprès de Work and Income. Et la troisième chose, c'est que l'employeur devra justifier, en fait, expliquer pourquoi est-ce que les Néo-Zélandais, s'il y en a qui ont postulé, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été recrutés. Donc, dans ces changements, il y a quand même des choses vraiment importantes à garder en tête. La première chose, c'est que l'annonce, elle doit comporter des critères spécifiques, des éléments spécifiques, des informations spécifiques. Du coup, il faudra, je pense, bien s'assurer que ces informations apparaissent. Donc, typiquement, c'est des informations comme le salaire, le lieu de travail, les heures de travail, ce genre de choses. Mais bon, c'est des critères qui doivent maintenant apparaître dans l'annonce. Donc, c'est vraiment important au moment où l'annonce est rédigée qu'elle soit bien faite. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de l'immigration. Et j'en profite pour vous indiquer, parce que peut-être que ça intéressera certains d'entre vous, qu'il y a une hotline dédiée aux employeurs. Donc, les employeurs peuvent appeler et obtenir toutes ces informations directement de l'immigration sans attendre 3 heures, comme c'est le cas pour le reste du monde. Euh, L'autre chose à vraiment bien garder en tête, et c'est très important, c'est que l'employeur, au moment où il va faire les démarches de job check et passer l'annonce, il doit avoir une idée très précise du niveau de compétence ANSCO du poste qu'il propose. Étant donné que pour les professions niveau 1 à 3, il faut passer juste une annonce 14 jours sur une job board type TradeMe ou SIC. Mais pour les professions 4 à 5, il faut passer une annonce 21 jours et non pas 14. Et il faut aussi passer l'annonce sur Work and Income. C'est donc important du coup que l'employeur ait une idée très précise de ce qu'il fait au moment où il va faire son job check. Pourquoi c'est important? Parce que l'immigration a indiqué que si jamais eux, ils ont un désaccord avec l'employeur, typiquement si l'employeur a déterminé que c'était un job de niveau 1 à 3 et que donc il a passé son annonce 14 jours sur TradeMe, par exemple, si au moment de son évaluation, l'immigration détermine qu'en fait non, c'est pas un A3, mais c'est un emploi de niveau 4 ou 5, euh, l'employeur donc n'aura pas passé l'annonce 21 jours, n'aura pas passé son annonce sur Work and Income et donc ne remplira pas les critères. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'immigration a indiqué que ces job checks-là seront refusés d'office. Et pour vous et l'employeur, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir repasser l'annonce et repayer les frais d'un nouveau job check, puisque les frais du premier seront perdus. Euh, donc, c'est quand même important, je dirais, de garder en tête pour vous. Enfin, voilà, il y a deux choses et je vous encourage vraiment à être hyper vigilant sur ces deux choses. La première, c'est donc d'essayer au maximum d'être impliqué dans l'étape du job check avec votre employeur. Donc, voir ce qu'il y a sur l'annonce, euh, voir, du coup, communiquer avec l'employeur, est-ce qu'il a pris contact avec Work and Income, essayez vous-même de déterminer le code ANSCO de votre profession. Et si jamais vous ne trouvez pas ou que vous avez des doutes, vous avez toujours la possibilité à cette étape de prendre contact avec un professionnel, justement pour essayer de déterminer un peu où vous vous situez et quels sont les critères spécifiques à votre classification ANSCO. Ça, c'est la première chose sur laquelle je vous encourage vraiment à être très vigilant. La deuxième chose, c'est la durée que vous anticipez en fait pour faire ces démarches. Alors aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de gens qui me contactent, je dirais, entre 2 mois et 2 semaines avant l'expiration de leur visa. Bon, aujourd'hui, ce sera vraiment beaucoup trop juste. Déjà parce que l'impact de ces changements va faire que la durée de traitement des job checks et des visas au niveau de l'immigration va prendre plus de temps. Si en plus vous avez donc un job de niveau 4 ou 5, il faut quand même passer une annonce pendant au moins 3 semaines. Donc
ça aussi, ça prend du temps. Et si en plus votre employeur s'est trompé et qu'il a d'abord passé une annonce 2 semaines et qu'en fait, c'était pas ce qu'il fallait faire et qu'il faut qu'il refasse une annonce 3 semaines, enfin, vous voyez que tout ce temps peut très, très rapidement s'ajouter et faire que vous vous retrouviez dans une situation où votre visa va expirer et on ne peut pas faire grand-chose à ce moment-là. Enfin, donc voilà, je vous conseille de vous y prendre bien en avance. Mon conseil personnellement, c'est au moins 4 mois, mais n'hésitez pas à être le plus proactif possible. Voilà, ça c'est vraiment le conseil que je vous donne. Euh, donc il y a d'autres changements pour les employeurs. Euh, les employeurs, à partir de maintenant, ont l'obligation de déclarer dans les 10 jours si un employé quitte son emploi, donc que ce soit via un licenciement ou une démission. Ils ont donc 10 jours pour déclarer ça à l'immigration. Euh, Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'immigration pourra comment dire, annuler en fait, tout simplement les visas des personnes qui n'ont plus d'emploi. Bon, ça ne se fait pas de manière aussi simple, mais le process, c'est l'idée, quoi. Si vous n'avez pas la possibilité de demander un autre visa, voilà, l'immigration pourra tout simplement annuler les visas de travail si vous n'avez plus d'emploi. Euh, donc, dans cette perspective, un conseil que je vous donne, c'est d'être proactif si vous sentez que le vent tourne. Donc, soit de votre côté, vous avez l'impression que voilà, ça vous plaît plus, vous voulez chercher autre chose. Bon, il faut commencer à chercher autre chose rapidement. Euh, mais si vous sentez aussi que le vent tourne du côté de l'employeur, c'est toujours bien de commencer à chercher autre chose pour pas vous retrouver le bec dans l'eau si jamais effectivement il y a licenciement par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Si vous êtes proactif, vous pourrez soit du coup trouver un autre emploi et demander ce qu'on appelle une variation of conditions ou un job change. Euh, Vous pourrez appliquer pour un autre visa si vous êtes éligible, ou vous pourrez envisager de quitter la Nouvelle-Zélande si c'est ce que vous voulez faire. Voilà, ou si c'est la seule solution. Il y a toujours des options, donc si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas une fois de plus à contacter un professionnel. Nous, on est là, mais voilà, on n'est pas les seuls, évidemment. Donc, en tout cas, je vous encourage vraiment à prendre conseil auprès de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Euh, voilà, et j'en profite pour faire un aparté très rapide sur un visa qui s'appelle le Migrant Exploitation Protection Visa. C'est un visa de travail ouvert qui est dédié aux employés qui se font exploiter, harceler, abuser sur leur lieu de travail. Euh, voilà, c'est justement une solution qui a été faite pour pas que vous vous retrouviez le bec dans l'eau. Si vous êtes dans une situation voilà, vulnérable en fait, sur votre lieu de travail, vous avez la possibilité de dénoncer votre employeur et de ne pas en subir les conséquences puisque vous pouvez avoir un visa ouvert de 6 mois qui vous permet de retomber sur vos pieds et de chercher autre chose. C'était une parenthèse voilà, que je voulais faire rapidement, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet. Euh, donc, sur le sujet des changements pour les employeurs, il y a aussi voilà, un autre changement qui est que les employeurs doivent s'assurer d'une part que vous remplissez, enfin que le migrant en tout cas, remplit les compétences requises pour le poste. Donc ça, c'est des compétences que l'employeur a identifiées lui-même. Par exemple, j'en sais rien, ça peut être maîtriser la suite Adobe, avoir un permis de conduire, avoir un certificat qui permet de travailler en hauteur. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments qui sont spécifiques à ce que l'employeur a identifié lui-même comme étant indispensable pour le poste. Donc, il doit s'assurer que vous pouvez remplir voilà, ces compétences-là. Et il doit aussi s'assurer d'autre part que vous remplissez les compétences minimum dont on a parlé plus tôt, c'est-à-dire 3 ans d'expérience pertinente ou un diplôme de niveau 4 et plus. Euh, voilà, sur la classification des diplômes en Nouvelle-Zélande. Euh, et je vous encourage une fois de plus à être proactif sur ça, parce qu'en fait, l'employeur, s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il s'est assuré voilà, de ces 2 éléments, son accréditation peut être révoquée par l'immigration et
Bah, concrètement, ce que ça veut dire, si son accréditation est révoquée, ça veut dire qu'il ne peut pas soutenir de demande de visa accredited employer. Donc, du coup, ça ne sert pas vraiment vos objectifs non plus, normalement. Donc, je vous conseille d'être proactif, surtout que connaissant le marché euh, des entreprises en Nouvelle-Zélande, c'est quand même principalement des petites et moyennes entreprises, surtout petites. Il me semble, j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que quelque chose comme 90% des entreprises en Nouvelle-Zélande sont des entreprises de moins de 10 employés. Dans ce contexte, il y a quand même pas mal d'employeurs, enfin, moi j'ai eu affaire en tout cas à pas mal d'employeurs qui sont pas hyper organisés. Et donc, ça, voilà, je vous encourage, enfin, la responsabilité, normalement, incombe à l'employeur, mais concrètement, c'est sur vous que ça va retomber si l'employeur, voilà, si l'accréditation se fait révoquer. Donc, je vous encourage à être proactif aussi à, voilà, à ce niveau-là, histoire que vous puissiez avoir le meilleur résultat dans votre demande de visa. Voilà pour les changements pour les employeurs, il me semble que c'est terminé. On passe au 6e changement. Alors, c'est voilà, un changement qui concerne la green list. Donc, il y a 11 professions à la base. Donc, vous voyez sur la slide ici, 11 professions qui devaient être ajoutées et qui ne le seront pas. Voilà, donc si vous voulez, ben, du coup, vous pouvez toujours postuler pour des visas de travail pour ces emplois-ci, mais vous n'aurez pas de voie d'accès vers la résidence, puisqu'en fait, la green list, le principe, au-delà de voilà, ce que je vous ai expliqué plus tôt, c'est vraiment de fournir une voie d'accès vers la résidence, puisque c'est des professions qui sont en demande. Et donc, voilà, nécessairement, le gouvernement néo-zélandais a envie de tout faire pour retenir en fait les gens qui sont dans ces professions. Donc, du coup, si vous êtes dans une des professions de cette liste, enfin, voilà, ce que vous voyez sur la slide, vous pouvez toujours demander un visa de travail, mais voilà, vous ne pourrez plus bénéficier des avantages de la green list, c'est-à-dire avoir une voie d'accès vers la résidence. En revanche, il y a voilà, 6 professions qui sont ajoutées à la green list. Et vous voyez sur la slide qu'il y a Straight to Residence et Work to Residence. Juste pour faire encore un petit aparté sur la green list, en fait, elle est répartie en deux parties. La première, c'est ce qu'on appelle le tiers 1. Le tiers 1, c'est les professions qui sont vraiment très en demande ou alors qui nécessitent des compétences voilà, vraiment très importantes. Euh, et les personnes qui ont un emploi sur le tiers 1 de la green list et qui remplissent les critères de la liste pour cette profession peuvent demander la résidence sous la catégorie Straight to Residence. Et il suffit d'avoir une offre d'emploi pour faire cette demande, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'être en Nouvelle-Zélande. Typiquement, vous pourriez faire votre demande de résidence de France ou d'ailleurs, peu importe où vous êtes, et arriver en Nouvelle-Zélande avec la résidence. D'autant plus que l'immigration priorise ces applications de résidence. Donc, voilà, on est sur des durées d'obtention qui sont relativement rapides pour un visa de résidence. Voilà, ça se compte en semaines, pas forcément en mois. Donc, du coup, euh, ça peut être intéressant. Le deuxième tiers, c'est un peu bête parce qu'il n'y en a que deux, mais voilà, le deuxième tiers, c'est le tiers 2. Et donc, les professions qui sont sur le tiers 2, elles bénéficient aussi d'une voie d'accès vers la résidence, mais il faut d'abord que le titulaire obtienne un visa de travail sous la catégorie Accredited Employer, travaille pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, le titulaire peut demander la résidence sous la catégorie Work to Residence. Voilà. Euh, le dernier changement dont on va parler, c'est un changement qui concerne le secteur du transport. Donc, il faut savoir que l'industrie du transport en Nouvelle-Zélande avait négocié un accord de secteur avec le gouvernement qui comprenait plusieurs professions en fait du domaine du transport. Et ces personnes pouvaient bénéficier d'un accès vers la résidence aussi via le visa Transport Work to Residence. La plupart des professions qui étaient concernées par cet accord ont été retirées, donc typiquement les chauffeurs de bus ou les chauffeurs de poids lourds. Euh, et ce que ça veut dire que les personnes qui font une demande de visa Accredited Employer
pour un emploi de chauffeur poids lourd ou chauffeur de bus à partir de maintenant ne pourront plus avoir de voie d'accès vers la résidence. Les seules exceptions, c'est si vous avez déjà entamé votre chemin vers la résidence, c'est-à-dire si vous avez déjà, avant le 6 avril, fait une demande de visa accredited employer pour un emploi dans le secteur du transport qui existait à cette époque, euh, et que votre demande a été approuvée et que vous avez en fait commencé à cumuler de l'expérience professionnelle, puisqu'il faut donc 2 ans d'expérience professionnelle dans une de ces professions, pardon, pour pouvoir demander la résidence. Donc, si vous avez commencé à cumuler de l'expérience professionnelle, vous pouvez toujours continuer à bénéficier de votre voie d'accès vers la résidence. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis désolée, c'était hyper dense. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Euh, c'est le moment où je vous montre voilà, comment nous contacter. Et surtout, c'est le moment où je vais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, Marie, je te laisse me dire s'il y en a eu. Merci Julie, tu m'entends bien? Oui. Alors la première question, c'est quel est le salaire médian? Alors, le salaire médian, c'est une question un peu piège. On va dire que pour le visa Accredited Employer, le salaire médian, il est à 29,66. Mais il y a un deuxième salaire médian. En fait, le salaire médian, il continue à augmenter, hein. C'est une valeur voilà, qui est indexée sur la qualité de vie, le niveau de vie en Nouvelle-Zélande. Donc, le salaire médian, il continue à augmenter. Et il a été mis en pause, en fait, pour les demandes de visa accredited employer parce que c'est pas, comment dire, gérable pour les employeurs de payer, voilà, de continuer à monter les salaires autant. Donc, il y a un salaire médian pour les visas accredited employer qui est à 29,66. Mais le vrai salaire médian, il est à 31,61 si je ne m'abuse. Et il va concerner notamment, par exemple, les demandes de résidence. Aujourd'hui, si on veut faire une demande de résidence en Nouvelle-Zélande, il faut avoir le salaire médian, le vrai salaire médian, j'ai envie de dire, qui est à 31,61. Mais pour les demandes de visa accredited employer, on est à 29,66. Merci. Combien durent les visas pour les emplois de classe 1? Alors, pour les emplois de classe 1 à 3, les visas, ils sont toujours de 5 ans. Ça n'a pas changé. Quelle est la classification d'un chef cuisinier sur l'échelle ANZSCO? Alors, les chefs, normalement, on est sur un niveau 2 et les cuisiniers sur un niveau 3. Donc, ça dépend en fait si vous êtes vraiment chef ou cuisinier. Et l'ANSCO a du coup une description des responsabilités qui vous permettent de déterminer justement si vous êtes plutôt chef ou plutôt cuisinier. Merci. Et du coup, la même personne nous dit qu'elle est intéressée pour connaître les conditions pour être un employeur accrédité en Nouvelle-Zélande dans le domaine de la restauration. Alors, pour être un employeur accrédité en Nouvelle-Zélande, on va dire que la demande d'accréditation, elle se base principalement sur des déclarations. Euh, ce qu'il faut en général déclarer, c'est qu'on est un employeur solvable, qu'on n'a pas d'historique comment dire, d'exploitation de migrants, par exemple. On est donc un employeur correct. Euh, il faut pas démontrer, pardon, déclarer un certain nombre de choses, en fait, prendre des engagements vis-à-vis des futurs employés qui seront en visa accredited employer pour vous. Euh, il faut remplir certains critères, on va dire plutôt administratifs. Il faut avoir ce qu'on appelle un New Zealand Business Number, donc être enregistré en fait auprès du registre des entreprises en Nouvelle-Zélande. Il faut aussi être déclaré auprès de l'IRD comme étant un employeur. Euh, c'est tout ce que j'ai en tête. J'ai pas fait de demande d'accréditation depuis le 6 avril, puisque vraiment c'est tout récent. Mais il me semble qu'il y a aussi du coup en plus maintenant des nouveaux formulaires à remplir pour les employeurs, euh, voilà, qui concernent les changements qui ont été introduits là depuis le 6 avril. Et du coup, cela, je ne suis pas 100% certaine de ce que ça implique, mais voilà, je sais qu'il y a ces formulaires qu'il faudra remplir probablement aussi. Merci. Et du coup, comment savoir si un employeur est accrédité?
Alors, il y a une liste qui existe. Alors, je dis liste, en fait, c'est possible de vérifier si un employeur est accrédité, voilà, via le site de l'immigration, en tapant le nom de l'employeur, mais il n'y a pas de liste disponible, c'est-à-dire vous n'allez pas obtenir une liste avec le nom de tous les employeurs accrédités, ça, c'est pas possible. Vous pouvez juste vérifier si un employeur voilà, qui vous intéresse possède une accréditation. Après, euh, enfin, le fait qu'un employeur ne soit pas accrédité aujourd'hui, c'est pas forcément rédhibitoire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi, je vous conseille de ne pas vous fermer de porte. Si un employeur n'est pas accrédité, c'est pas non plus dramatique parce que obtenir une accréditation, c'est pas la partie la plus compliquée du process. Le job check à la rigueur, oui, mais l'accréditation, c'est pas la partie la plus compliquée. Donc, si l'employeur n'a pas d'accréditation, il pourra toujours l'obtenir de manière relativement facile. Je mets des guillemets. Est-ce que Work and Income doit fournir un rapport et si oui, sous quel délai? Alors, oui, Work and Income doit fournir un rapport. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Euh, donc, l'employeur doit advertise pendant 21 jours auprès de Work and Income. Le premier cas de figure, c'est celui-là où voilà, Work and Income dit OK, je vais publier l'annonce pendant 21 jours. À l'issue des 21 jours, ils remettront un rapport. Normalement, il me semble que l'immigration a indiqué qu'ils avaient 5 jours pour remettre le rapport. Ça, c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, euh, c'est celui où Work and Income, avant même de publier l'annonce, indique à l'employeur, je sais déjà que j'aurai personne. À ce moment-là, il ne va même pas publier l'annonce, du coup, Work and Income, ils vont juste fournir le rapport indiquant qu'il n'y a personne. Ça, c'est le second cas de figure. Et le troisième, c'est celui où Work and Income publie l'annonce et décide au bout de, enfin, avant les 21 jours en tout cas, euh, qu'il n'y a personne et qu'il y aura certainement personne qui va appliquer. Et à ce moment-là, ils peuvent aussi arrêter l'annonce en cours de route et fournir le rapport du coup avant les 21 jours. Voilà. Ok. Alors, peut-on faire une demande de visa travail sans avoir reçu d'offre d'emploi, mais en étant sponsorisé par un Néo-Zélandais qui a fait une demande de sponsorship de migrants et la personne précise qu'elle travaille depuis 5 ans en web marketing, mais qu'elle n'arrive pas à trouver d'entreprise accréditée? Alors, je ne suis pas 100% certaine de en quoi consiste le sponsorship par un Néo-Zélandais. Euh, Pour répondre à la question simplement, non, aujourd'hui, c'est pas vraiment possible d'obtenir un visa de travail sans offre d'emploi. Alors, il y a des possibilités, bien sûr, mais il y a toujours une contrepartie, c'est-à-dire, par exemple, il y a des visas de travail qu'on peut obtenir parce qu'on a fait des études supérieures en Nouvelle-Zélande. Du coup, à la fin des études supérieures, on peut obtenir un visa de travail qui s'appelle le visa post-study. Vous pouvez aussi obtenir un visa de travail si vous êtes en couple avec un migrant qui a un visa de travail en Nouvelle-Zélande ou un Néo-Zélandais. Ça, c'est aussi possible. Mais si vous ne remplissez pas ces conditions, d'une manière générale, non, c'est pas possible d'obtenir de visa de travail sans avoir d'offre d'emploi. Une exception que je n'ai pas citée, c'est le Working Holiday. Euh, voilà, ça c'est aussi possible, c'est un visa de travail ouvert. Euh, mais voilà, si vous n'êtes pas éligible pour cela, il faut obligatoirement une offre d'emploi. Le sponsorship par un Néo-Zélandais, si c'est un sponsorship simplement financier, en fait, ce Néo-Zélandais va pouvoir soutenir une demande de visa visiteur, par exemple, mais pas une demande de visa de travail. Un sponsorship financier, ça ne peut pas se substituer à une offre d'emploi. Ok. Est-ce que le test TOEIC est utilisable pour le niveau d'anglais? Non, le TOEIC n'est pas utilisable. Le TOEFL est utilisable, mais pas le TOEIC. Est-ce que la durée de visa sur la green list, elle reste à 5 ans? Exemple, aide à la personne. Hmm, alors, euh, donc, désolée, j'essaie de formuler une réponse qui soit cohérente et qui ne parte pas dans tous les sens. En soi, la durée maximum de visa, c'est-à-dire maximum continuous stay, reste de 5 ans pour les personnes effectivement travaillant dans le soin à la personne. Mais le visa que vous allez avoir n'est pas de 5 ans. Il me semble que le visa initial est de 3 ans et vous pouvez faire une nouvelle demande euh, pour obtenir 2 ans de plus. Mais donc en soi, vous aurez une durée totale de 5 ans. Oui.
mais en 2 fois. Pour les personnes qui veulent lancer leurs entreprises en Nouvelle-Zélande, quelles conditions pour le visa et de combien de temps disposons-nous pour faire fonctionner l'entreprise? Alors, euh, je pense que c'est une catégorie de visa. Donc, le visa en question, c'est un visa qui s'appelle visa entrepreneur. Je pense que c'est une catégorie de visa qui va faire l'objet de changements, voilà, ce gouvernement-ci, ou en tout cas, enfin, clairement dans les années qui viendra, parce que c'est une catégorie de visa qui, voilà, de la bouche de l'immigration même, ne fonctionne pas. Euh, il y a eu très très peu de visas entrepreneurs qui ont été approuvés l'année dernière. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que vraiment il y en a eu peut-être 3 sur 150 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment ridicule. Euh, donc, c'est quand même des conditions assez drastiques. Euh, Quelques conditions voilà, que j'ai en tête, c'est il faut que le projet d'entreprise soit innovant ou alors ait un fort potentiel d'exportation, c'est-à-dire que ça rapporte beaucoup d'argent à la Nouvelle-Zélande, ou encore qui ait un fort potentiel de faire rayonner la Nouvelle-Zélande à l'étranger. Donc ça, c'est pour comment dire, enfin, le secteur dans lequel vous allez monter votre entreprise. Par rapport à la personne qui monte l'entreprise, il y a aussi des critères qui sont assez drastiques. Il faut avoir plusieurs années d'expérience réussie en tant que voilà, chef d'entreprise. Il faut avoir pas mal d'argent. En fait, il y a une échelle de points. Et donc, chacun des critères rapporte des points, sachant qu'il y a quand même des critères minimums, enfin, notamment le fait d'avoir une entreprise soit innovante, soit qui va rapporter beaucoup d'argent. Et donc, du coup, voilà, il y a plusieurs critères qui vont donner des points. Et des critères qui donnent des points, voilà, c'est d'avoir beaucoup d'argent à investir dans cette entreprise, le fait de créer des emplois pour des Néo-Zélandais. Euh, voilà, ce genre de choses sont des choses qui donnent des points. Je suis pas, enfin, en toute sincérité, je suis pas une experte du sujet. Je vous dis, on n'en a pas fait beaucoup parce qu'en fait, c'est une catégorie qui ne fonctionne pas et aussi parce que beaucoup de projets qu'on nous a présentés n'étaient pas des projets innovants. Typiquement, monter par exemple un restaurant de crêpes ou des gîtes, une maison d'hôtes, ce genre de choses, c'est des projets voilà, que les gens nous proposent souvent, mais qui ne sont pas très innovants parce qu'ils existent en fait déjà en Nouvelle-Zélande et aussi parce qu'ils n'ont pas un énorme potentiel. Voilà, c'est pas. Si vous voulez créer une entreprise qui va capturer du carbone, pourquoi pas, mais des restaurants, des entreprises dans l'hospitalité, ça fonctionne pas. Donc, du coup, j'en arrive à ma conclusion, c'est que je ne suis pas une experte de sujet. Je vous ai vraiment donné les points clés, mais voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le sujet. Et si, juste pour finir de répondre à la question, il me semble que vous avez 4 ans pour faire fonctionner l'entreprise, sachant qu'il y a des étapes, en fait, des balises. Au bout de peut-être 1 an ou 2, vous allez devoir prouver un petit peu où vous en êtes. Et au bout encore de 2 ans, il faudra voilà, que ça fonctionne, quoi. Si on est classe 1, ingénieur informatique, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour immigrer? Oh, excellente question. Alors, pour les visas de travail, il n'y a pas de limite d'âge spécifique. En revanche, si vous voulez demander la résidence à terme, et étant donné que vous pouvez avoir que 5 ans maximum de visa de travail, il faut dans tous les cas que vous ayez décidé ce que vous voulez faire après les 5 ans. Et si ce que vous voulez faire, c'est rester en Nouvelle-Zélande et donc demander la résidence, il faut avoir moins de 55 ans pour le faire. Quelle est la classification d'un aged care? Age care, il me semble que c'est niveau 4, mais c'est une profession qui bénéficie d'une exemption et qui bénéficie d'un accord sectoriel avec le gouvernement et donc qui est traitée de manière un peu séparée au reste. C'est-à-dire qu'il faut quand même remplir, donc pour toutes les nouvelles demandes, il faut quand même remplir les critères, typiquement niveau d'anglais par exemple, compétences minimum, voilà, ce genre de choses. Mais euh, il y aura quand même une possibilité, par exemple, d'étendre la durée des visas, même si c'est une profession de niveau 4, la durée du visa ne sera pas de 3 ans, elle sera de 5 ans. Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question avant. Du coup, il y a certains des critères qui s'appliquent et d'autres qui ne s'appliquent pas. Ok.
Que se passerait-il si on changeait d'emploi avec une augmentation de niveau et de salaire? Faudrait-il refaire une demande de visa et ainsi prolonger de 3 ans ou 5 la période d'autorisation sur le territoire? Alors, ça va dépendre des situations. Il y a des situations où vous allez pouvoir juste demander un job change ou une variation of conditions. Et il y a des situations où il vous faudra refaire un nouveau visa complètement. Et qui dit refaire un nouveau visa dit refaire un job check. Mais de toute façon, pour les variation of conditions, l'employeur a aussi besoin de faire un job check. Donc, par exemple, vous travaillez pour un employeur à un poste X, vous changez d'emploi, même si vous restez avec ce même employeur, et du coup, voilà, vous avez une promotion, par exemple, qui fait que vous changez complètement d'emploi, il faut que l'employeur fasse un nouveau job check, et vous, du coup, que vous fassiez soit une variation of conditions, soit une nouvelle demande de visa. Où peut-on trouver la green list? La green list, elle est sur le site de l'immigration. Normalement, si vous allez dessus, alors je pense que si vous tapez dans Google green list immigration New Zealand, vous allez le trouver. Et sinon, si vous arrivez sur le site de l'immigration, il y a une petite loupe pour faire une recherche et vous tapez green list dedans et vous allez tomber dessus. Merci. Julien, on a vraiment beaucoup de questions, donc tu me dis. Vas-y. Euh, Accès à la résidence. Est-ce que c'est dans le but de rester pour toujours en Nouvelle-Zélande? Euh, Ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous voulez. Euh, la résidence, c'est un statut qui permet de rester de manière beaucoup plus pérenne que le visa de travail. Et c'est aussi un visa qui permet plus de flexibilité. Euh, Typiquement, un visa de travail, par exemple, vous êtes lié à un employeur spécifique, un poste spécifique et une région spécifique. Si vous voulez changer une de ces conditions, il faut faire une variation of conditions. Euh, Avec le visa de résident, en fait, vous n'êtes pas sujet à ces conditions. C'est un statut qui vous permet, du coup, de changer voilà, de poste comme vous le souhaitez. C'est aussi un statut qui vous permet de créer une entreprise. Et après, il y a d'autres bénéfices qui sont extérieurs à l'emploi. Typiquement, vous pouvez voter aux élections, vous pouvez acheter de l'immobilier, vous pouvez cotiser au KiwiSaver, ce qui est un petit peu le système de cotisation retraite en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, c'est quand même un statut qui est plus avantageux que le statut de visa de travail. Après, ce que vous faites, vous, de ce statut résident, voilà, vous pouvez rester pour toujours ou pas si vous n'avez pas envie. Il y a plusieurs étapes à la résidence. Vous avez d'abord un visa de résident et ensuite, 2 ans après, vous pouvez demander ce qu'on appelle la résidence permanente. Euh, la résidence permanente, c'est un statut que vous conservez pour toujours, bon, à moins qu'il y ait un putsch en Nouvelle-Zélande avec un gouvernement voilà, dictatorial qui expulse tous les gens qui ont la résidence permanente, mais voilà, a priori, on n'en est pas là. Du coup, normalement, le statut de résident permanent, c'est un statut que vous allez conserver pour toujours, c'est-à-dire que vous pouvez demander la résidence permanente et l'obtenir, partir 25 ans et revenir en Nouvelle-Zélande pour votre retraite. Voilà, et ce ne sera pas un problème. Donc, en soi, c'est un statut que je vous encourage à avoir. Et bon, ça, c'est un aparté et évidemment un avis qui n'engage que moi, mais normalement, quand vous aurez mis les pieds en Nouvelle-Zélande, le seul problème de la Nouvelle-Zélande, c'est la distance. Mais c'est aussi son avantage principal, parce que du coup, ça fait le tri. Euh, mais normalement, une fois que vous aurez mis les pieds en Nouvelle-Zélande, c'est difficile de revenir en arrière, de repartir. Donc, voilà, c'est pas forcément pour toujours, mais a priori, la plupart des gens qui arrivent en Nouvelle-Zélande ont quand même envie de rester un bon moment, suffisamment pour avoir envie d'obtenir la résidence. J'ai deux questions assez similaires, donc je te les mets en même temps. Vaut-il mieux être en Nouvelle-Zélande avec un visa de touriste pour trouver un employeur accrédité ou être à distance? Et l'autre question, comment trouver un employeur? Alors, bah, il y a deux écoles. Donc, disons, pour faire... Je vais essayer de faire court parce qu'en fait, je m'emballe, je suis désolée. Pour faire court, c'est possible, enfin, les deux sont possibles. Euh, la réalité du marché en Nouvelle-Zélande fait que je pense que c'est pas vraiment facile de trouver un emploi quand on est à distance, à moins vraiment d'avoir un emploi dans la green list hyper demandé, hyper rare, etc.
Voilà. Sinon, en général, c'est pas hyper facile de trouver un emploi en étant à distance. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui du coup, résolvent à venir en Nouvelle-Zélande sur un visa visiteur. Il faut garder en tête quand même que le visa visiteur, c'est un visa visiteur. Donc, l'objectif du visa visiteur, c'est de découvrir la Nouvelle-Zélande. Donc, il faut que l'objectif principal de votre venue en Nouvelle-Zélande, ce soit de visiter. Si vous venez, vous avez le droit de chercher du travail sur un visa visiteur, mais voilà, il faut garder en tête que l'objectif principal, ça va être de visiter. Donc, je vous encourage, si vous faites ça, à effectivement visiter la Nouvelle-Zélande, voir différentes villes, ce qui vous permettra aussi de déterminer où est-ce que vous avez envie de vous installer. Euh, mais voilà, oui, c'est possible de chercher du travail sur un visa visiteur. Voilà. Et comment Et trouver un employeur? Ben, vous pouvez regarder les sites de recherche d'emploi type trademe.co.nz ou seek.co.nz. C'est voilà, les deux principaux moteurs de recherche d'emploi. Après, si vous avez un secteur spécifique, j'en sais rien, moi, vous travaillez dans le vin ou voilà, je ne sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais il y a des sites qui sont spécifiques à certains secteurs. Voilà, vous allez pouvoir retrouver des annonces qui sont vraiment spécifiques à ce secteur-là. Et je précise qu'on fera des lives Facebook dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous souhaitez être au courant des lives. Alors, autre question. J'ai un employeur et le job check est en cours. Suis-je concernée par l'IELTS? J'ai été sélectionnée pour un métier de gestionnaire forestier niveau 5, ce qui m'étonne. Et avez-vous une idée du délai, pardon, pour passer cette IELTS? Alors, toutes les demandes de visa, même si le job check est en cours, même si le job check a été approuvé, toutes les demandes de visa voilà, qui sont faites à partir de maintenant, enfin, à partir du 6 avril, sont concernées par les nouveaux changements. C'est-à-dire, oui, il faut remplir le niveau minimum d'anglais si vous avez une profession de niveau 4 ou 5. Il faut remplir aussi les compétences minimum. Qu'est-ce qu'il faut remplir encore? L'employeur, du coup, alors, si le job check est déjà en cours et qu'il avait appliqué avant le 6 avril, il n'a pas besoin de prendre contact avec Work and Income, ni publier son annonce pendant 21 jours, mais euh, tout ce qui concerne la demande de visa de travail qui va suivre après, oui, vous êtes obligé de remplir les nouveaux critères. Et le temps, alors l'IELTS, alors déjà, il n'y a pas que l'IELTS, je vous l'ai dit, hein, je crois qu'il y a 5 tests. L'IELTS, le Cambridge, le TOEFL, un test qui s'appelle OET et un test qui s'appelle PTE. Voilà, donc ça c'est les 5 tests. Vous avez ces 5 possibilités et je vous dis ça principalement parce que du coup, ça peut être intéressant de voir lequel arrive en premier. Euh, j'ai pas en tête tous les résultats pour tous les tests, mais pour l'IELTS, il faut avoir au moins 4. Franchement, quand on parle un peu anglais, c'est possible d'avoir 4 à l'IELTS. Donc, je vous conseille de prendre le premier test qui se présente et d'y aller. Euh, et pour obtenir les résultats, en général, on est sur 5 à 10 jours, je dirais. Donc, c'est raisonnable normalement. Et en restant sur l'IELTS, comment se passe le test d'anglais? Faut-il attendre d'avoir le job check fini et d'avoir la demande de l'immigration de apply à l'annonce? Ou faut-il faire ça à l'avance de notre côté? Et quel est le prix à peu près? Et est-ce qu'il faut vraiment se préparer selon toi? Alors, il n'y a pas vraiment de... Il faut... Donc, c'est possible de passer l'IELTS ou n'importe quel autre test maintenant ou voilà, juste attendre le dernier moment. Les résultats du test, ils sont valides pendant 2 ans, donc du coup, ça donne quand même un peu de marge. Combien ça coûte à peu près? Il me semble, aux dernières nouvelles, qu'on est sur quelque chose comme entre 350 et 400 dollars. Euh, j'ai pas le prix exact, mais je crois qu'on est sur ces eaux-là. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment se préparer? C'est une bonne question. Je pense que ça fait pas de mal, oui, de se préparer. Il y a des examens blancs ou enfin voilà, des modèles en fait d'examens sur Internet que vous pouvez trouver assez facilement. Euh, je pense que c'est bien de se préparer parce que c'est des tests qui sont quand même assez spécifiques. Et typiquement, quand les gens prennent des cours
en école pour passer l'IELTS, ils vont apprendre à passer l'IELTS. Ils vont pas apprendre à parler anglais, ils vont apprendre à passer l'IELTS. Donc, c'est des tests qui sont quand même relativement spécifiques. Du coup, je vous encourage à au moins regarder à quoi ça ressemble pour pouvoir être un peu prêt le jour J. Parce que c'est des examens qui sont timés, donc il faut quand même voilà, pouvoir le faire dans le temps imparti. Merci. Pour prouver sa qualification, diplôme, certification professionnelle, fiche de salaire, etc., doit-on fournir des copies certifiées ou simplement le document scanné suffit? Je pense que le document scanné suffit. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre parce qu'avec l'immigration, on ne peut jamais savoir, mais à mon avis, juste le document scanné, ça devrait suffire. Sachant qu'il faut pouvoir le montrer à l'employeur et du coup plus tard aussi à l'immigration. Euh, pour la personne qui a parlé du niveau de poste de gestionnaire forestier, cela correspond à forester sur la classification de l'ANZSEO. Il y a écrit level 5, mais le métier est bien dans la catégorie 2. Je ne comprends donc pas bien cette classification. Je suis désolée, je suis pas particulièrement familière avec le métier, mais l'ANSCO, c'est pas une comment dire, c'est pas une database qui est hyper facile à naviguer. Si ça se trouve, en fait, il faut vraiment comparer votre job description avec la classification ANSCO. C'est possible que dans le domaine de la gestion des forêts, vous ayez le bas de l'échelle qui soit forester et qui va peut-être être, j'en sais rien, bon, je suis désolée, je connais pas du tout le métier, mais qui va peut-être consister à vérifier qu'il n'y a pas de, je sais pas, de mousse toxique ou de parasites, je sais pas trop. Enfin, voilà, ça va être vraiment peut-être le bas de l'échelle. Et il va y avoir gestionnaire de forêt qui va peut-être être quelque chose de plus qualifié qui va vraiment consister à avoir une démarche de planification, de qu'est-ce qu'on fait quand, quels arbres il faut couper parce qu'ils sont en train voilà, d'infecter le reste de la forêt. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que dans le même secteur, il y a des métiers qui effectivement ne sont pas qualifiés et des métiers qui sont qualifiés. Donc, il faut vraiment voir par rapport à votre description de poste où est-ce que vous vous situez. Et si vous avez l'impression que votre poste est plus qualifié qu'un niveau 5, ben, écoutez, n'hésitez pas à le faire valoir et potentiellement à faire, pourquoi pas, réécrire la description de poste, sauf si, il me semble que c'est vous peut-être qui avez déjà le job check en cours. Donc, du coup, si c'est le cas, c'est plus possible. Mais si le job check est encore en cours, ça peut valoir le coup de demander à l'employeur de revenir vers l'immigration, tout simplement pour lui dire, je me suis trompée voilà, de code ANSCO, c'est plutôt celui-là parce que en fait, c'est un poste qualifié pour telle et telle raison. Est-ce qu'on est obligé d'attendre la fin du visa de travail pour demander la résidence? Non, pas du tout. La résidence, vous pouvez la demander à partir du moment où vous êtes éligible. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à le faire dès que vous êtes éligible. C'est des choses qui peuvent prendre du temps, notamment si vous devez, je sais pas, moi, faire l'équivalence de votre diplôme ou ce genre de choses. La seule exception, c'est pas vraiment une exception, mais par exemple, pour les visas Work to Residence, où il y a comment dire, un prérequis qui est d'avoir travaillé pendant 24 mois en Nouvelle-Zélande, bon, bah, vous devez attendre d'avoir atteint les 24 mois pour faire la demande de résidence, mais voilà, à part ça, il n'y a pas besoin d'attendre la fin du visa de travail en soi, non. Euh, Petite précision pour les futurs lives, pour les recherches d'emploi. Tatiana Elvery, que Julie vous a présenté auparavant, peut également vous aider dans la recherche d'emploi. Donc voilà, juste une petite précision. Question sur le Working Holiday Visa. Est-ce qu'il est jusqu'à 35 ans comme pour les Mexicains et est-ce qu'il faut avoir une offre d'emploi avant de venir en Nouvelle-Zélande? Non et non. Il est jusqu'à 31 ans et il n'y a pas besoin d'offre d'emploi. Est-ce que notre prestation existe en anglais? Bien sûr. Oui, Et, parlons tous anglais. pour la personne qui nous a posé des questions sur le niveau de son métier, elle dit qu'elle est actuellement en Nouvelle-Zélande avec un visa NZETA, donc c'est pas vraiment un visa. Et le temps que le job check soit terminé et que le visa accredited employer soit validé, cela dépassera probablement les 3 mois autorisés. Quelles sont ces possibilités? Euh, En fait, à l'issue des 3 mois, vous allez vous retrouver
enfin, en illégalité, en situation irrégulière. Du coup, il faut que vous fassiez une nouvelle demande d'ici à l'expiration de votre visa. Ce que je vous conseille, c'est de faire une demande de... Enfin, je vous conseille. L'une des possibilités, c'est le visa visiteur. Voilà, faire une nouvelle demande de visa visiteur pour pouvoir rester en Nouvelle-Zélande. Et si jamais vous avez fait une demande de visa enfin, si jamais vous avez fait une demande de visa avant l'expiration de votre visa actuel, de vos 3 mois, vous bénéficierez normalement de ce qu'on appelle un visa d'intérim. Et le visa d'intérim, c'est un visa qui est accordé automatiquement par l'immigration, justement dans ces situations-là, quand l'immigration n'a pas le temps de traiter la nouvelle demande de visa, mais que le visa précédent expire. Le visa d'intérim, en fait, permet de faire le pont entre ces deux visas et, et vous permet de rester légalement en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et l'autre option, c'est de sortir du pays euh, et d'attendre que votre employeur ait passé le job check, etc. Voilà. Et de faire votre demande de visa accredited employer potentiellement de l'extérieur. Merci Julie. Je te pose une dernière question, puis on clôturera le live. Euh, Job check déjà en cours, mais malheureusement qui reviendra négatif vu que la demande a été faite après le 7 et que l'annonce n'a été en ligne que pour 2 semaines. Dois-je demander à mon futur employeur de reposter pour 3 semaines sur Seek et Work and Income sans attendre la réponse du premier job check? Si vous êtes convaincu que c'est un poste de niveau 4 ou 5, oui. Il vaut mieux le faire maintenant, ça vous fera gagner du temps. Si vous n'êtes pas 100% certain de la classification ENSCO, je vous conseille de voilà, soit faire des recherches, soit prendre contact avec nous, potentiellement par exemple, enfin, ou avec un professionnel en tout cas, histoire de vérifier voilà, où se situe votre emploi et de là, effectivement, prendre une décision sur est-ce qu'il faut republier ou pas. Merci Julie pour ce live très complet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à Julie ou Tatiana directement. Merci à tout le monde d'avoir participé et j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Moi aussi, j'espère, parce que c'était un peu dense. Merci à tous en tout cas. Et puis voilà, comme Marie a dit, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, à notre newsletter pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Merci Julie. Bonne soirée Merci. à tous. Au revoir. Au revoir.